Je m'appelle Valérie Beauvert, je suis directrice de l'école Sophia et prof d'histoire. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans son domaine, le domaine de l'histoire? Le plus important dans le domaine de l'histoire, c'est surtout qu'il ne doit pas être oublié, il ne doit surtout pas être supprimé des programmes d'enseignement, ce qui est un petit peu le cas actuellement dans les écoles publiques et c'est dommage. Pourquoi? Parce que l'histoire explique quand même comment fonctionne l'humain. Et oublier comment les humains ont fonctionné, c'est s'oublier soi-même un peu. C'est oublier les traditions, c'est oublier le passé, c'est oublier plein de choses. Alors, et du coup, en fait, l'histoire trouve tout son sens là-dedans. Comprendre le fonctionnement d'une société. Et du coup, qu'est-ce que ce serait ton domaine préféré dans le milieu de l'histoire? Moi, c'est tout ce qui est l'histoire du 19e, du 20e siècle, l'histoire contemporaine. C'est vraiment là aussi qui a été mon domaine d'études. Et puis, effectivement, aussi tout ce qui est entre le 19e et le 20e, l'historiographie. L'historiographie, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a fait dire à l'histoire pour créer des sociétés, des modèles sociétaux comme on le souhaitait, en fait. Et donc, comme l'histoire a été aussi un immense outil de propagande, donc c'est essayer de comprendre comment on a utilisé l'histoire, comment on a réécrit l'histoire pour imposer des modèles sociaux. Ça, c'est un peu ce qui me passionne le plus dans ces 2 siècles d'histoire. Et ta façon de l'apporter aux élèves, c'est quoi un peu ce que tu vas préférer, comment la façon dont tu vas l'apporter, ou qu'est-ce que tu vas apporter comme touche, soit un peu personnel, ou même un truc complètement établi? Mais c'est ce que j'insiste le plus en fait, quand j'enseigne l'histoire aux élèves, c'est vraiment essayer de leur faire comprendre qu'on a les événements, qu'on a les faits, et puis qu'après on a l'utilisation de ces faits. On a les points de vue, on a tout ce qu'on appelle l'ethnocentrisme, c'est-à-dire le côté l'histoire est franco-française, par exemple. La manière dont on l'enseigne en Suisse, c'est vraiment une histoire franco-française. On passe énormément de temps sur l'histoire de la France et pas du tout de temps sur l'histoire de la Chine, par exemple. Donc c'est vraiment essayer de leur montrer ça, puis essayer aussi de leur apprendre, grâce à l'histoire, à prendre du recul sur tout ce qu'ils entendent maintenant. C'est-à-dire que les thèmes d'actualité sont par définition utilisés par rapport à la société dans laquelle on vit. Mais je dis pas que c'est conscient, mais c'est un point de vue. Et grâce à l'histoire, on arrive à changer ces points de vue, on arrive à essayer de faire en sorte d'avoir cet esprit critique par rapport à ce qui arrive maintenant. Et se dire surtout, attention, ce qui arrive maintenant, l'historien n'a pas eu le temps de faire son travail. Donc il faut attendre que les faits du moment deviennent des faits du passé pour qu'on puisse commencer à avoir plusieurs points de vue pour tenter de les comprendre. Ouais, je vois tout à fait. D'ailleurs, je veux rebondir sur un truc que tu as dit au début, sur le fait justement de l'information qu'on va donner aux élèves en cours d'histoire, que c'est important de les garder aussi dans le milieu scolaire. C'est parce que aussi, j'ai l'impression, tu dis si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression aussi qu'à cause des réseaux sociaux ou d'autres petites choses, je trouve que les informations historiques sont des fois un peu déformées, voire même complètement balancées au hasard, genre en mode, on va dire ça, on prend des raccourcis, voilà. Ouais. On prend d'immenses raccourcis, on aime de nos jours... un des grands problèmes qu'on rencontre dans l'enseignement, mais ça c'est en règle générale, pas qu'en histoire, c'est que les élèves veulent que tout aille vite, parce qu'on est dans une société de la vitesse. Et en fait, l'histoire c'est l'inverse. L'histoire c'est lent, ça se travaille, on reprend le même sujet, le même événement, de 40 points de vue différents pour réussir vraiment à le comprendre et à le cerner. Et on a un problème sur cette surinformation extrêmement rapide, alors que l'école, c'est le lieu de la lenteur, parce que c'est aussi le lieu des approfondissements, etc. Donc c'est vrai que pour ça, on est un peu, toujours un petit peu en train de confronter à l'élève à dire non, on va prendre le temps, et on va étudier les choses avec lenteur. Et puis comme tu as dit avant, le principe c'est que l'histoire, il faut attendre que l'historien finisse sa recherche, donc il faut attendre. Et si tu fais un cours d'histoire aujourd'hui, l'année prochaine, il sera peut-être différent parce que des nouveaux faits historiques seront peut-être apportés. Exactement, ça c'est vraiment par exemple le cas de tout ce qui est à l'époque du Moyen-Âge, de ce qu'on a appelé pendant des années les invasions barbares, qui n'étaient pas du tout le fait des invasions. On a beaucoup d'historiens qui ont travaillé sur ces périodes. L'invasion barbare, c'est un outil d'historiographie qu'on a créé pour donner en fait un sens à une civilisation. Mais en fait, il n'y a pas eu vraiment d'invasion barbare, c'est-à-dire qu'on a eu des mélanges en fait de différentes populations.
et on n'a pas d'invasion. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose dans les livres d'histoire d'il y a 10 ans, où il faut entièrement refaire l'histoire, parce que les invasions barbares n'ont pas eu lieu, en fait. Ouais, c'est très intéressant parce qu'on ne sait pas, parce qu'on va retrouver un truc de l'église, on va retrouver un truc écrit par des païens, on va retrouver un truc. On va dire, quelle a raison? Oh, bah, il va falloir attendre une année ou deux qu'on puisse établir qui a raison, quoi. Ceux qui ont... C'est toujours très difficile, effectivement, de se dire tel historien a plus raison qu'un autre historien. Ça, c'est très difficile, parce que justement, on a aussi une historiographie actuelle, c'est-à-dire, et peut-être qu'on s'en rend même pas compte, en fait, que nos historiens actuels, nos scientifiques, si j'ose dire, ont eux aussi un point de vue. Donc ça, c'est tapé juste. Par contre, je pense qu'il y a quand même une chose actuellement qui est précieuse, c'est que dans la manière d'apprendre l'histoire universitaire, on est beaucoup dans les sources. Donc ces sources, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour réussir à réellement comprendre ce qui s'est passé à une époque. Et pas interpréter ce qui s'est passé à une époque. Parfait, exactement, j'ai tout compris. Même moi, là, c'est bon, je pense que tes élèves se régaler. Écoute, ça m'apporte justement à la suite parce qu'en personnage, peut-être, ça peut être un historien, ça peut être en personnage illustre, quelqu'un de célèbre ou en écrivain, enfin, peu importe, justement dans ce milieu historique. Une philosophe, politicienne, historienne qui m'inspire, c'est Hannah Arendt. Elle est inspirante parce que c'est une femme qui a travaillé à une époque, c'est une femme juive qui a travaillé à une époque, pendant le XXe siècle, sous le nazisme, et puis qui a su théoriser en fait ce qu'elle constatait, qui n'a pas été très bien acceptée sur le moment, mais par contre par la suite, c'est vraiment elle qui a réussi à définir ce qu'était le totalitarisme, comment il a fonctionné, etc. Puis à définir aussi quelque chose de très important, deux concepts très importants, selon moi, qui est en fait le concept d'autorité dans une société, qui doit s'opposer au concept de tyrannie. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, aussi philosophiquement et historiquement. Et puis, le deuxième concept, c'est le concept d'obéissance, comme désert de la pensée. Et pour moi, ça, c'est vraiment deux philosophies qui ne doivent pas être oubliées. Ça va être un personnage incroyable d'ailleurs, je pense qu'elle nous a cumulé toutes les conneries qu'il fallait pas faire au XXe siècle, oui, voilà. Sous le régime, mais oui. Ouais. Mais non, alors très beau personnage, merci d'avoir partagé ça. Là, on va passer donc au petit jeu, le fameux petit jeu de fin de l'interview. Du coup, c'est le jeu des maris. Oui. Donc il y aura deux maris, une qui a aidé ou qui a dirigé un pays, et une autre qui a fait quelque chose mais qui n'a rien à voir avec la direction d'un pays. Et c'est à toi de deviner qui de ces deux maris a dirigé un pays. Okay? Alors on commence. Allez, assez simple ça vraiment. Marie Stuart ou Marie Curie? Bien sûr. Voilà, bien sûr, la reine d'Écosse et puis la physicienne pour Marie Curie. On a Marie-Joseph de Saxe ou Marie Bay? Ou Marie? Marie Bay. Bon, Marie-Joseph de Saxe. Ouais. C'est juste. Oui, c'est en Pologne. Ouais. La Pologne. Ouais, une des reines de Pologne. Et Marie Bay, c'était une maître d'échecs. Ouais. Voilà. Donc Marie-Antoinette ou Marie-Henning? Marie-Antoinette. Voilà, reine de France et Marie-Henning, qui était une paléontologue. Marie-Amélie de Bourdon ou Marie de France? Ah oui, Marie-Amélie de Bourbon. C'est Bourbon? De Bourdon. Bourdon? De Bourdon, oui. Oh alors, Bourdon. Ouais. C'est ça? Oui, c'est ça. C'était la femme de Louis-Philippe Ier, en fait, en France. Ok. Voilà, et effectivement, c'est le terme Amélie de Bourdon, qui est un terme un peu plus noble, en fait, que de France. Même si on dit de France, on tient, c'est marrant, parce que de France, ça pourrait être une femme. Alors qu'en fait, c'était une poète. Et la dernière, j'étais quand même vachement facile, j'aurais dû monter le niveau pour toi. Ok, allez, Marie Tudor ou Marie Callas? Marie Tudor ou Marie... ça sera Marie Tudor, ouais. mais... Ouais. Marie Callas, pardon. Ah, non, Marie Tudor. Ouais, bien sûr. Marie Tudor, la fille de Henri VIII et sœur de Élisabeth Ier. Marie Tudor, c'est ça? Alors ça, je saurais le dire. Ah ouais, c'est juste donner le nom. Non, okay. Oui, c'est ça, c'est plus une question de nom, mais les filiations... Ok, ah oui, les filiations. Et Callas, c'était une chose de opéra. Ouais. Voilà, alors merci, on a terminé.